Depuis quelques dizaines d'années, en effet, le sans limite, entre guillemets, a été programmé dans nos sociétés au point de devenir un slogan publicitaire. Pensons aux offres pour nos portables qui vantent le sans limite, le limitless à tout craint, affiché au mur de notre quotidien. Pourtant, depuis les débuts de l'humanité, c'est plutôt la limite qui était au programme. D'abord soutenu par les dieux, Homère déjà écrivait à propos de l'un de ses héros, il ne savait pas que les dieux avaient borné sa vie. Elle le fut ensuite par le dieu des monothéismes, mais avec la modernité, la voilà à notre seule charge, ce qui n'est pas pour autant plus facile. Toute la question étant même alors de savoir si elle est encore à l'ordre du jour. Ainsi que dit le dictionnaire historique de la langue française d'Alain Ray, le mot limite n'a curieusement aucune étymologie connue. On le rapproche de limen, seuil. Limite a été emprunté, entre parenthèses 1372, fermez la parenthèse, au latin limes, limites, chemin bordant un domaine, sentier entre deux champs, limite et frontière. L'histoire du portail, chère Aurélie, est peut-être à inscrire dans cette volonté de limiter le territoire du château d'Avaray. Mais limites et frontières sont loin d'être synonymes. La frontière est bien sûr une limite, mais elle sépare deux espaces que précisément elle différencie. Alors que la limite peut naître tel l'horizon, que la partie extrême où se termine une surface, une étendue, sans qu'un au-delà puisse jamais être ni identifié, ni même atteint. S'ensuit que la limite peut être sans cesse reculée, éloignée, post-posée, mais qu'elle ne disparaît pas pour autant. Il suffit pourtant d'un léger glissement, d'un faussement, pour qu'on la croie disparue, effacée, abolie, voire qu'elle n'ait simplement plus sa place dans la psyché de chacun, aussi bien que dans la représentation collective. Ce faisant, on oublie, ou on ne veut plus savoir, que la limite n'est pas que ce qui empêche, autrement dit, qu'elle ne fait pas que limiter. Car c'est aussi elle qui permet d'instituer, de borner, de continuer à partir d'elle un groupe, une appartenance, une nation aussi bien qu'un sujet. C'est donc en cela qu'elle est un irréductible. Bon. Ben, merci d'avoir lu ça, parce que finalement, oui, ça va dans le même sens que je vais vous dire. Hein, je continue. Je n'ai pas changé d'avis depuis. Mais d'abord, merci quand même de m'avoir invité à participer au ventre de la baleine, un peu dans le ventre de la baleine. Je vais peut-être, puisque vous êtes présenté, je peux un peu me présenter aussi, comme ça on sera un peu tous sur le même pied pour s'y retrouver. Donc moi je suis médecin au départ, j'ai jamais fait de médecine, je suis passé par intérêt pour la psychanalyse et la psychiatrie. À l'autre côté, j'ai fait un long trajet au début de mon parcours professionnel. J'ai créé les institutions pour enfants psychotiques, parce qu'à l'époque où j'ai commencé, en 70, n'était pas reconnu comme spécifique. Ils étaient avec les débiles, tout ça, démélangés. Enfin, il y a quelque chose qu'on avait dû faire émerger. Et c'est comme ça que j'ai créé en Belgique les services de psychiatrie infantile, qui étaient justement à leur référence à Oury, à la psychothérapie institutionnelle, qui étaient dans des maisons, qui n'étaient pas des hôpitaux, qui étaient dans une maison, simplement, où il y avait une dizaine d'enfants assez en grande difficulté. Et c'est là-dessus que je me suis beaucoup accroché à ce que le maître en psychanalyse de l'époque en Belgique, qui était Jacques Scott, était un grand ami d'Oury. Et donc, il nous avait fait connaître Oury, et puis voilà, il y a eu Pierre Babin, il y a eu des tas de choses, toutes une série de choses qui se sont passées, et qui font que j'ai pu aller à la Borde régulièrement voir Oury comme ça. Parce qu'à ce moment-là, c'était mon intérêt, la psychothérapie institutionnelle, vu que je travaillais en institution. Et puis après une dizaine d'années, 10-15 ans de ce genre de choses, j'ai arrêté, pour des raisons concrètes, enfin je ne vais pas passer les détails, et je n'ai plus fait que de la clinique
privé, si on veut dire comme ça. Sauf que j'ai quand même beaucoup continué à travailler comme superviseur des institutions, parce qu'ayant moi-même formé et inventé ces institutions, et ayant un peu fait tous les rôles, j'avais une certaine expérience du fonctionnement institutionnel. C'était aussi juste après mai 68, donc ça a posé une série de problèmes qui se sont avérés depuis très loin des tas d'autres possibilités. Donc j'ai fait ça beaucoup. Et puis j'avais toujours en panne de vouloir écrire, parce que c'était mon symptôme majeur, c'est que je n'arrivais pas à écrire. Je ne savais pas faire sortir quelque chose de ma tête devant une feuille blanche. Bon, et voilà, puis à un moment donné, ça s'est résolu, entre guillemets. Et du coup, j'ai commencé à écrire sur ce livre de médecine que vous avez situé en 2017, mais c'est la réédition de ma thèse, en fait, d'agrégation en psychiatrie. En Belgique, on ne fait pas de thèse, les médecins ne font pas de thèse. Hein. Il n'y a que la thèse, c'est l'anglais, l'équivalent de votre thèse d'État. Voilà. Et donc j'ai fait ça. Et alors, ça m'a intéressé de travailler en médecine pour voir qu'est-ce qui s'était en train de se passer. Parce qu'on était à ce moment-là, donc ça datait de 1993, je crois. Oui. On était à ce moment-là en train de constater qu'il y avait pour le dire très crûment et rapidement, une déshumanisation de la médecine, en tout cas de la médecine hospitalière surtout, qui était liée à sa scientificité de plus en plus performante, évidemment. Donc sans du tout vouloir critiquer la capacité redoutable mais intéressante de la médecine de régler une série de questions, il y avait quand même à prendre en compte aussi en quoi le fait de nommer quelqu'un à l'hôpital le numéro de la chambre, le fait de parler de son organe plutôt que de parler de lui quand on veut l'opérer, une série de choses comme ça, n'était pas que des petits avatars, c'était une sorte de conséquence implicite d'un tournant fort qu'avait pris la médecine avec Claude Bernard pour aller vite, enfin, c'est là l'origine sans aucun doute, le premier, en tout cas le premier, et qui était en train de rendre, à partir de l'importance scientifique de la médecine, de laisser en panne son côté humain. Alors heureusement, il y avait bien sûr une relation patient-médecin-malade qui continuait évidemment, mais enfin à l'hôpital, c'est pas sûr qu'il y en avait beaucoup. Et d'ailleurs, depuis cette thèse, qui n'a rien à voir avec ma thèse, mais je veux dire, depuis ce moment-là, vous avez vu aujourd'hui, il y a une invasion de psy dans l'hôpital. Hein. Les psychologues à l'hôpital, il y en a partout maintenant. Bon. Donc comme si tout à coup on se déchargeait de cette partie-là sur les psys. Alors qu'on peut comprendre toute une série de choses. Hein. Enfin, bon, voilà. Donc c'était pas un livre, c'était pas une thèse critique contre la médecine, c'était une thèse pour essayer de voir mais qu'est-ce qui se passe, comment se fait-il que la médecine a basculé d'une médecine hippocratique à une médecine scientifique massive et quelles sont les conséquences de ça. Alors ce qui m'a été renvoyé, et ça m'a vraiment beaucoup intéressé, par plusieurs personnes, parce que cette thèse a fait en Belgique un certain bruit, parce que moi je n'avais pas fait de thèse, j'ai fait une thèse pour m'aider à écrire, mais pas du tout pour enseigner, ce n'était pas mon objectif. Et en fait ça, il y a eu un certain bruit, c'est pas habituellement le lot des thèses, c'est parce qu'elle s'adressait à un problème général, mais ce qui m'a été renvoyé par des juristes, par des économistes, par des sociologues, c'est dit, mais attends, ce que vous décrivez ou ce que tu décris pour la médecine, c'est en train de se passer pour toute la société. Elle est en train de bouger de ce côté-là. La représentation simple, collective que l'on a de ce que c'est qu'un sujet est en train de vaciller, de bouger, et il faudrait essayer d'en rendre compte. Alors, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je me suis dit, oh là là, c'est vrai qu'elle a un champ très très intéressant, et ça a fait que j'ai publié en 1997, je crois, Un monde sans limite, ça la date à peu près, qui a fait aussi, qui a fait un peu moment inaugural pour toute une série de collègues, en tout cas que le social, ça avait son importance, contrairement à ce que on croit un petit peu vite quand on s'occupe de psychanalyse et qu'on soit des patients. On peut vite penser que ce qui compte, c'est la trajectoire individuelle du sujet. Et c'est vrai que ça reste évidemment le plus important. Mais enfin, cette trajectoire individuelle peut être prise dans quelque chose du collectif. Et du coup, c'est quand même intéressant de savoir comment est-ce que le collectif interfère ou pas avec cette construction.
psychique. Alors voilà, ça c'était mon point de départ, et depuis je n'ai plus arrêté de m'intéresser à ces affaires-là. C'est pour ça que d'ailleurs régulièrement je vais me converser ou échanger avec d'autres, un bibliste, un sociologue sur l'autorité, est en cours avec un juriste, voilà, donc des choses comme ça, parce que ça me semble important de repérer dans quel monde on est en train de fonctionner. Et voilà que, puisque vous m'aviez demandé de venir aujourd'hui, à partir de la limite, de ce que je dis là, de la limite qui disparaît, je me dis, mais le mieux c'est de venir vous présenter pour la deuxième fois, parce que ce n'est que la deuxième fois que je le fais, la thèse que je vais défendre, que je défends. C'est une thèse, et en même temps, c'est un cri d'alerte pour moi. C'est une alerte qu'il faut indiquer devant... j'ai vraiment, j'espère, mais j'en doute beaucoup, mais enfin, parce que actuellement, c'est pas si simple, d'arriver à faire entendre quelque chose. Et ce que je voudrais faire entendre, c'est, comme vous venez de le dire, effectivement, c'est que cela fait maintenant presque un demi-siècle, 40 ans, que cette conception de ce que suppose la limite, de ce qu'elle impose comme pour être constitutive, est en train de s'effacer. Ou s'est effacée, aussi bien dans le discours sociétal que dans le discours familial. Et ça va nous amener à toute une série de conséquences dont il me semble qu'on commence à en percevoir les effets. Mais alors c'est comme le climat, c'est-à-dire qu'il y a déjà toute une série de temps qu'il y a des gens qui crient au secours, au secours, au secours, on fait n'importe quoi avec la Terre, et ça va mal tourner. On est seulement en train de découvrir le début de ce que ça tourne mal. Il faut un certain temps, c'est pas tout de suite ces choses-là. Et même ça se met, je crois, pour moi, sur 3 générations. Donc je pense que il se passe là, c'est ça ma thèse, c'est que nous allons assister aux conséquences de ce que la limite non seulement est relativisée, ce qui je crois est le propre de la modernité, c'est très bien comme ça, mais est annihilée. Il est souvent annihilé. Et du coup, il n'y a plus de limites, et du coup, on se retrouve avec toute une série de difficultés qui s'inscrivent très tôt dans l'appareil psychique. Alors ça, c'est un peu la nouveauté, entre guillemets, si je peux me permettre, c'est que du coup, cela veut dire que les enfants sont touchés d'une façon que nous n'avions pas prévue au programme. Alors, n'entendez surtout pas mon propos comme une sorte de nostalgie du monde d'hier, parce que j'en ai rien de cet ordre-là, mais il y a quelque chose qui me rend mal à l'aise, c'est que j'ai l'impression que les évolutions que nous avons menées, que nous menons, que nous arrivons à faire aujourd'hui, sont dans une certaine mesure tout à fait positives. Il y a des choses qu'on peut très bien penser, mais c'est comme si on ne prenait pas la mesure de ce que du coup ça venait effacer toute une série de choses qui restent fondamentales et importantes. Bon. Et ça, c'est très embarrassant, parce que donc mon propos n'est pas de râler sur il n'y a plus comme hier. Mon propos, c'est de dire, attendez, c'est très très bien, on évolue, mais attention, il y a une évolution qui est d'un simplisme fou, là, on ne tient pas compte d'une série de problèmes, et nous, psy, on commence à voir les effets de toute une série de conséquences de ça, soit chez les jeunes enfants, parce que là c'est encore plus net, soit d'ailleurs déjà chez des adultes. Et ce sont des conséquences de ça qui sont même en train de venir, je dirais, s'étendre à la société elle-même, qui n'a plus l'air de penser les incontournables, les irréductibles avec lesquels il faut pour faire société. Il y a des choses, par exemple, je vais en donner plusieurs exemples, hein, mais je trouve que ça, du coup, ça veut dire que c'est tout un système qui a basculé, sans même s'en apercevoir, pour le bien et pour une amélioration certainement, bien intentionnée, et avec d'ailleurs des raisons légitimes de s'interroger ou de remettre en question, mais sans prendre la mesure de ce que ça venait bouleverser la façon même dont on avait, depuis des siècles, transmis de génération en génération ce qui est indispensable pour faire face à ce que c'est qu'une vie humaine, en gros. Et là, tout à coup, on est un peu en panne. Alors voilà, ça c'est ma thèse. Donc, du coup, ça se termine par une sorte d'appel au secours, d'alerte, pour dire, mais attendez, les parents, faites attention, il ne suffit pas d'aimer vos enfants seulement, ça ne suffit pas. Le politique, attendez, écoutez,
vous n'aimez plus aujourd'hui faire autorité parce que ça se retourne contre vous dès que vous le faites, mais en attendant, c'est quand même votre boulot. Il faut quand même bien que quelqu'un le fasse. On peut comme ça multiplier les adresses, comme je le fais à la fin du livre, peu importe d'ailleurs, mais c'est vrai que ça touche aussi bien le familial que le social. Et je vais plus essayer peut-être de vous expliquer un peu comment ça s'articule. Alors, je pense qu'il y a, vous savez tous déjà, parce que j'ai entendu que vous-même, hier soir, entre, non pas la poire et le fromage, mais je ne sais quel le moment où vous avez rappelé l'horizontalité, la verticalité, le changement de monde. Alors, c'est évident qu'il y a une mutation extrêmement importante qui a eu lieu dans la suite de la Deuxième Guerre mondiale, pour dire comme ça, et qui était de l'ordre du passage d'un modèle sociétal organisé sur le mode de la religion, c'est-à-dire non pas, je ne parle pas de la foi, je parle du modèle sociétal que les religions amènent, à savoir la reconnaissance implicite que nous vivons dans une société pyramidale où la légitimité d'un sommet ne fait de question à personne. Ça va de soi. Il y a Dieu là au-dessus, et s'il n'y a pas Dieu, il y a celui qui se prend pour, ou qui le représente, selon les deux versants un peu abusifs qu'il peut avoir, évidemment. Mais ça va de soi. Ce système-là intègre ça d'emblée. Alors que le système actuel, qui se veut plus démocratique, horizontal, qui veut se libérer de la religion, puisqu'il y a la science qui permet de donner une série de choses et de mettre une série de concepts religieux en question. Galilée est quand même venu dire au pape ce que vous pensez, là, ça y est pas tout à fait, ça ne marche pas. Bon, c'est un exemple majeur, mais il y en a plein d'autres. Donc, fort de l'appui que l'on découvre justement dans la science, le modèle implicite que véhicule la religion comme type de lien social se trouve complètement subverti. Et c'est aujourd'hui une horizontalité avec une insupportabilité de plus en plus grande à l'égard de quoi que ce soit ou de qui que ce soit qui voudrait se mettre ou se penser au sommet de la pyramide, peu ou prou, mais et à juste titre parfois. C'est même la place de surplomb qui est devenue d'emblée un mirador, tellement c'est insupportable. Toute place de surplomb ne peut plus avoir lieu, alors qu'on sait bien que collectivement, si on veut fonctionner comme collectif, il y a toujours bien quelque chose qui doit venir réguler les affaires. Donc vous voyez, première chose, je crois, prendre la mesure de ce moment de bascule qui a commencé, en fait, qui a commencé dans l'an 1500, donc c'est pas nouveau. Sauf que ce qui est nouveau, c'est qu'un peu, si on prend mai 68 comme un indice, mais c'est pas pour ça que c'est la cause, comme un indice de quelque chose qui s'est passé, moi j'étais frappé par exemple que dans tous ceux que j'ai vus, tous les documentaires que j'ai vus sur le 50e anniversaire de mai 68, tous finissent à un moment donné par dire fin du père. Bon, c'est-à-dire que c'est bien, il y a quelque chose là qui s'est passé comme une sorte d'éprouvé singulier dans le collectif que on voulait prendre son autonomie, on voulait, et c'est tout à fait logique, on voulait s'asseoir sur sa singularité, ne plus comme ça relever toujours d'un père, du trombeux. C'était d'ailleurs, un philosophe récent m'a entendu dire la démocratie est un régime politique sans père. Bon, c'est une façon de le dire, mais ce n'est pas tout à fait faux, il y a quelque chose de ça qui est présent. Mais dans le concret, cela veut dire que toute la question qui hier était portée par le père est un peu ébranlée, voire beaucoup. Donc ça, c'est la chose qui... Et quand on pense à un modèle comme celui-là, c'est-à-dire un modèle qu'on passe d'un modèle de société organisé sur le modèle religieux, pyramidal, à un modèle de société beaucoup plus horizontal, et qui est légitimé en plus, qui est légitimé au nom de ce qu'il ne faut plus le patriarcat, et il ne faut plus la domination masculine. Donc attention, c'est pas négatif de penser les choses comme cela. Mais la question se pose quand même, c'est que, comme je dis, il y a trois lois. Il y a la loi de 3A, comme je dis, de choses qui, du coup, se trouvent complètement modifiées.
c'est l'altérité, l'autorité et l'antériorité. Parce que quand vous pensez la société sur un mode où on s'autoconstruit, pour le dire comme ça, où on se fait nous-mêmes, quoi, le risque, c'est de voir disparaître la référence à l'autorité, c'est ce que l'on constate. Celle-ci n'a plus de légitimité, d'une certaine façon. Et moi, je constate ça chez les enseignants, par exemple, qui se plaignent beaucoup, ils n'ont plus d'autorité, etc. Mais ce n'est pas qu'ils n'ont plus d'autorité, c'est pas ça l'enjeu. C'est qu'entre l'élève et l'enseignant, le concept d'autorité n'a plus de portée, n'a plus de sens, très souvent. Et donc, du coup, l'enseignant a beau dire et a beau rappeler, etc., et l'élève dit, mais tu n'as rien à me dire, enfin, peut-être c'est pas du son sens, donc c'est tout à fait autre chose qui se passe là. C'est que l'appui sur une instance tierce telle que l'autorité ne peut plus fonctionner. Vous avez des exemples multiples de ça, hein, je ne vais pas développer. L'altérité, ben oui, parce que j'aime bien, moi, François Julien qui dit que l'altérité, c'est pas la différence, parce que la différence, c'est penser à partir de moi. L'altérité, c'est penser à partir de l'autre. Donc vous voyez le mouvement, que donc évidemment quand on dit aujourd'hui il faut supporter les différences, il faut accepter les différences, ça ne veut nullement dire que l'altérité est à sa place. Parce que, il faut reconnaître, ça c'est quand même quelque chose que, entre autres, les psychanalystes ont contribué à faire émerger, c'est que tout être humain est d'abord construit dans le matériau de l'autre, des autres. Vous n'arrivez sur Terre à prendre une place d'enfant, même d'enfant, que parce que vous passez par des premiers autres, qui ont, bien ou mal d'ailleurs, entouré le début de votre existence. En attendant, c'est à travers eux que vous fonctionnez. Donc, ne pas donner sa place juste à ce que l'altérité est première, c'est problématique. Ça va engendrer des difficultés, ça. Et la troisième, c'est l'antériorité. Donc, ces trois points, autorité, altérité et antériorité, n'ont plus la place juste si on exclut par le fonctionnement horizontal l'existence d'un minimum de pyramidalité, pour le dire comme ça. Oui, c'est ça que je veux dire, c'est pas qu'il ne faut pas ébranler la verticalité telle qu'elle fonctionnait, il faut la questionner. Et c'est ça que je trouve l'intérêt de cette lecture qui montre bien que depuis 1500 jusqu'à il y a une trentaine, quarantaine d'années, le mouvement a été d'arriver à ébranler le système tel qu'il fonctionnait dans sa radicalité pour le relativiser. Mais voilà que dans la suite, et je dis mai 68, moi je ne pense pas que ce soit quelque chose de négatif, hein, c'est pas du tout ça, je prends ça comme exemple là, il y a quelque chose qui a basculé et qui fait que du coup les gens se retrouvent dans une position où il est tout à fait logique, où il va de soi qu'ils sont à partir d'eux-mêmes, qu'il n'y a plus la nécessité de reconnaître cela, et en plus de cela, ça c'est très très important, c'est Gaucher qui met ça bien en évidence, c'est qu'il n'y a du coup plus d'hybridité, il n'y a plus de division. On est tous d'accord aujourd'hui pour dire nous partons de nous-mêmes, c'est comme ça. Et on fait vraiment passer à la trappe quelque chose qui est de l'ordre du antériorité, autorité, altérité. Et ça, c'est nouveau, parce que entre 1500 et 1970, disons, un peu comme ça, il y avait une conflictualité. Mais aujourd'hui, si vous revenez avec quelque chose qui rappelle l'autorité, qui rappelle l'antériorité ou qui rappelle l'altérité, vous êtes en porte-à-faux avec le discours ambiant. Vous êtes vraiment quelque chose vous êtes un vieux ringard, quoi, hein, qui rappelle que ça existe quand même et que ça a existé. Et comme en plus, pour le dire, souvent c'est des gens à un certain âge déjà, ben, ça correspond bien aux vieux ringards qui sont complètement à côté de la plaque, qui n'entendent rien à ce qui est en train de se passer. Bon voilà, ça c'est le tableau dans lequel on est un peu aujourd'hui. Alors, ça veut dire que, par ailleurs, on constate une série de changements, quand même. Des changements cliniques, individuels et sociaux, sociétaux. Alors, c'est comme ça que je commence ce livre, c'est par me demander, mais d'abord, quels sont-ils? Et j'ai l'impression que nous n'avons pas, souvent, de lectures qui permettent de lire relativement à quelque chose
un ensemble ce qui se passe. Tout ça tout le monde sait qu'il y a une série de phénomènes qu'on reconnaît, qui vont sur l'importance du numérique, l'incidence du numérique, plein de choses, on va y revenir, mais en général, tout ça n'est pas lié. C'est d'ailleurs le propre de notre passage du modèle pyramidal au modèle horizontal. C'est que si vous passez au modèle horizontal, vous n'avez plus de lien qui fait lien. Vous êtes dans un phénomène tout à fait éclaté. Et je pense que ça touche même la question des représentations du savoir. Aujourd'hui, c'est que ce sont des savoirs éclatés, qui sont tout à fait parfois pertinents d'ailleurs, mais ce que moi je voulais espérer faire passer, c'est que non, il y a un point bien précis qui est justement le rapport qu'on n'a plus à la limite, qui noue tout ce qui se passe comme phénomène. Alors, vous avez aujourd'hui, je prends un exemple, cliniquement les pédopsies le disent bien, montée impressionnante des colères irrépressibles chez les enfants de 2-3 ans. Bon, et ça peut continuer assez longtemps. Bon, c'est nouveau, c'est un phénomène nouveau, parce qu'avant, à 2-3 ans, bon, voilà, ça va, tout le monde a connu ça, que l'enfant était un peu embêtant autour de 2 ans, et puis ça finit très vite par se passer. Pourquoi ça peut se passer et se tasser? Pourquoi? Ben, c'était assez simple, c'est que les parents avaient l'autorité spontanément reconnue comme devant demander à l'enfant de savoir supporter ça. Hein, de ne pas avoir tout ce qu'il voulait tout de suite. Voilà, comme ça. Bon. Aujourd'hui, je me signale que le ton général n'est pas le même. Parce que le ton général qui est l'enfant, on a l'impression que quand il fait sa crise de colère parce qu'il n'a pas ce qu'il veut, il se trouve devant des parents qui n'ont plus nécessairement la force qui ne veulent plus, peut-être non plus, lui prendre la mesure de lui dire mais écoute, cher ami, ne pas avoir ce que tu veux, malheureusement, ce sera le lot de ton existence. Alors il vaudrait peut-être mieux s'y faire un petit peu tout de suite. Eh bien, il n'y a plus, parce qu'ils sont comme eux-mêmes pris dans une position où ils doivent fournir, avec l'idéologie de l'amour qu'il faut donner à l'enfant, et que si l'enfant devenant à lui tout seul une graine qu'il faut faire grandir en l'arrosant par de l'amour et ça va aller comme ça très bien, ben non, c'est pas ça. Depuis la nuit des temps, un enfant grandit, pas parce que il a l'amour de ses parents, qui lui est nécessaire, évidemment, bien sûr, mais ça ne suffit pas. Il faut un amour, en même temps un amour conditionnel et un amour inconditionnel, comme je dis, il faut un peu des deux. Il faut bien sûr qu'il soit aimé sans condition, mais en même temps, il doit grandir quand même, donc il faut quand même qu'il accepte des conditions. Voilà. Il y a quelque chose là qui est aujourd'hui difficile à transmettre. Et je suis persuadé que les colères deviennent irrépressibles simplement parce que l'enfant sent bien qu'il pourrait gagner dans le combat qu'il mène, alors qu'auparavant, il savait bien qu'il ne gagnerait pas. Et quand vous laissez comme ça des choses exister en deux sans savoir quelle est la fin qui sera de toute façon celle à laquelle il faudra se soumettre, eh bien évidemment, c'est une manière d'entretenir ou de donner du grain à moudre à cette violence de l'enfant qui est tout à fait légitime, parce que arriver sur Terre, ça n'est pas d'office que le bonheur tel qu'on voudrait aujourd'hui que distiller, quoi, hein, c'est sûr. Alors vous avez des tas d'autres choses, vous avez l'augmentation des enfants qui bougent tout le temps, là, comme on les appelle. Voilà. Vous avez aussi d'autres choses. Comment ? Hyperactifs. Oui, les hyperactifs. Vous avez aussi, vous avez aussi une augmentation plus importante des phobies scolaires. Hein. Vous savez bien que le décrochage à l'école est quelque chose quand même d'important. Et ça va même jusqu'au fameux hikikomori, là, dont on parle au Japon et qui commence même en France. En Italie, ça fonctionne déjà pas mal et ça commence aussi en France. C'est-à-dire des enfants qui s'enferment littéralement dans un univers à eux et qui ne veulent plus avoir de contact avec les autres, sauf par le biais d'un plateau qu'on doit déposer dans la porte de leur chambre. Donc, plein de choses comme ça. Mais qui vont un petit peu dans le même sens pour moi. Toutes ces choses-là relèvent de quelque chose sur quoi on peut mettre un fil. Vous avez aujourd'hui les fameux transgenres.
c'est-à-dire les enfants qui estiment qu'ils ont le droit de dire qu'ils sont d'un genre différent du sexe qu'ils ont, et que ça doit aller de soi. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous venez d'avoir en France, les parlementaires viennent de décider que les enfants ont le droit de dire ça et doivent, à niveau de l'école, et donc on demande, M. Blanquer, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, mais l'Éducation nationale demande que ce soit respecté, que le vœu de l'enfant de venir se nommer Nicole alors qu'il est Nicolas, au départ, eh bien, ça doit être respecté sans même l'accord des parents. Ce qui est vraiment un truc de fou. Je m'excuse, mais là je suis tombé des nues. Il y en a eu deux, nous, Comment au lycée, dans les 10 précédents jours, là, qui sont venus voir des enseignants. Oui, je confirme. Deux jeunes qui sont venus dire, voilà, maintenant on va un atelier comme ça. Or, ça va faire épidémie. Ça va faire contagion. Ça va faire épidémie. Donc on va se retrouver avec des gens qui... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne reconnaissent plus l'altérité qui est en eux, qui tient à ce qu'ils ont un sexe comme ça. Je ne vois personne qui a passé, qui a été toujours tout à fait content de sa vie, des déterminants qu'il a eus, hein, évidemment. Enfin, nous avons tous dû faire avec des déterminants que nous n'avons pas décidés. Parce que si demain vous acceptez ça pour le sexe, je vois très bien, c'est déjà arrivé d'ailleurs, quelqu'un dire que, écoutez, moi j'ai 60 ans, mais comme j'ai une bouille qui a vraiment bien gardé là, qui n'a pas appris l'âge, je demande, ça s'est passé en Angleterre, un sujet qui a demandé à l'État de pouvoir changer sa carte d'état civil de 10 ans. C'est incroyable, ça a été quand même refusé. Mais, non, mais c'est dire, on peut aller loin, quoi. On peut aller loin à partir du moment où c'est comme je crois que se trouvent les choses qui ont, ça devient difficile. Donc le transgenre, à mon avis, participe tout à fait de cette idéologie ambiante extrêmement prégnante. Nous savons cliniquement, ceux qui s'occupent de gens, c'est qu'on a quand même depuis les années 60, 70, on a de plus en plus de gens dont on ne sait pas, qui ne sont pas d'office psychotique, mais qui sont là, ce qu'on appelle nous les états limites, les borderline, qui sont de plus en plus fréquents. Vous avez aussi toute une série par exemple, autre chose que je crois, le fameux burn-out. Alors ça c'est aussi un truc très intéressant, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui, vraiment, le sujet tout à coup ne semble plus avoir les moyens psychiques de dire non, mais il fait non avec le corps, en quelque sorte. Il ne sait plus, il renonce. Bon. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'où est-ce que ça vient? Est-ce que ça tient à ce que la situation est plus grave qu'auparavant? Ce qui est vrai, probablement, les exigences sont plus féroces, mais en même temps, ça peut aussi relever de ce qui lui-même n'a plus la capacité symbolique de dire non, alors qu'il est simplement amené du coup, mais avec du coup un excès aussi qui peut se prendre, enfin vous voyez tout ce qu'on peut dire autour de ça, c'est quand même important. Alors, une augmentation aussi de l'obésité ou du surpoids, ça n'est pas rien non plus, c'est devenu un phénomène de santé publique quand même, il faut le reconnaître. La question aussi de ce qu'on appelle aujourd'hui, moi j'aime pas beaucoup l'expression, mais elle existe, et je crois qu'il existe des pervers narcissiques, hein, bon, ce que certains les appellent comme ça, qui sont à mon avis plus narcissiques que pervers. Hein. C'est pas vraiment de la perversion à mon avis, ça devient plutôt être une sorte d'auto-constitution qui supporte mal l'intervention de l'autre puisque celle-ci n'est plus vraiment au programme. Donc du coup, le sujet s'est construit de manière auto-narcissique précisément. Alors, donc les enfants tyrans, comme je dis, je le dis d'ailleurs dans le texte, je crois, les enfants rois c'était hier, et les enfants tyrans c'est pour demain. Hein. Ils ont des enfants tyrans. Parce qu'ils ont le droit, ils se donnent, il n'y a plus de limite qui leur est mise, pour des raisons pas seulement de parents qui démissionnent, hein, c'est pas que ça. C'est aussi parce que les parents cherchent non plus la légitimité de leur intervention inscrite dans le discours sociétal. Or, tout quiconque intervient pour dire à quelqu'un ce que tu fais ça va pas, je suis pas d'accord, il a besoin de le faire au nom d'eux. Sinon, au nom de quoi, justement? Donc, il faut qu'il puisse le faire au nom d'eux. Mais comme au nom d'eux, aujourd'hui, on ne peut plus, vu que
le modèle a complètement changé, ben, voilà la difficulté dans laquelle on se trouve. Alors au niveau collectif, je ne vais pas développer beaucoup plus ici, mais vous avez toute une série de problèmes justement qui viennent aussi, entre autres précisément, en France c'est assez clair, vous n'acceptez pas beaucoup l'autorité. L'autorité. Bon, en Belgique, c'est un peu différent, ça ne se présente pas de la même façon. Vous allez vous faire des amis, cher Jean-Pierre. Non, mais c'est vrai, il y a quelque chose de l'autorité qu'on voit. Alors, c'est pas qu'on ne peut pas contester l'autorité, évidemment, mais c'est que on répond à la télévision. Par exemple, je me rappelle, j'ai pris l'exemple de ça, c'est typique, au journal de 13h, on fait un micro comme ça dans la rue, on demande est-ce que vous acceptez la vaccination, est-ce que vous êtes contre? Et là, madame répond, non, je suis contre parce que si on m'impose quelque chose, c'est pas démocratique. Enfin, c'est une folie, c'est une connerie de dire des choses comme ça. N'empêche que ça circule à la télévision, le journal parlait de 13h, et il n'y a pas un seul journaliste qui va redire, mais au fond, c'est pas juste, c'est pas tout à fait juste, madame, parce que quand même, ou bien on voit off après, non, non, ça passe comme étant évident. Bon, alors que comment voulez-vous fonctionner avec un principe pareil? C'est impossible, c'est complètement une impasse. Donc on a aujourd'hui, alors on s'étonne du coup que aujourd'hui, il arrive quand même très souvent que dans les débats, moi je les appelle les ébats plutôt que les débats, parce que vous n'avez pas vraiment de rationalité dans le débat. Hein. Vous avez une sorte de gens qui s'empoignent les uns avec les autres, qui forment une série de... La discursivité s'est rétrécie. C'est plus une argumentation discursive, c'est plutôt, comme je dis, une sorte de modèle antagoniste de discussion, mais c'est à qui va gagner, quoi. Ce n'est plus une discussion rationnelle qui va essayer de reprendre en compte des choses, et voilà, ça démultiplié partout, avec tous les effets d'impression de sociétale, encore un mot particulier, ça, que la société ne sait plus très bien exactement où elle se trouve, où elle se situe, qu'est-ce qu'il en est. Bon, je ne vais pas développer ça beaucoup plus, je voudrais dire ceci, ben à quoi est-ce qu'on touche là? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je pense qu'il faut, à mon avis, distinguer ce que j'appelle l'humanisation de la socialisation. C'est pas la même chose. L'humanisation, c'est vraiment les choses qui sont incontournables, qu'il faut qu'un sujet enfant, infans, non parlant, c'est ça que ça veut dire, accepte, assume, pour pouvoir être à même de vivre sa vie d'être humain. Alors, qu'est-ce que c'est que le propre de la vie des êtres humains, que nous sommes ici? Eh bien, il ne faut pas l'oublier, mais on l'oublie tout le temps. C'est que, comme le dit très bien dans un récent livre, là, Bentolila, nous ne sommes pas des bonobos. C'est-à-dire que nous parlons. Mais nous ne parlons pas comme les bonobos qui commencent parfois à éloger les choses. Non, non, nous parlons. Nous sommes des êtres qui parlons. C'est le trait d'espèce, de parler. C'est notre trait spécifique. Mais qu'est-ce que ça implique de parler? Eh bien, précisément, c'est là que c'est très intéressant, c'est que ça implique, la parole, d'avoir consenti à une perte de jouissance. Alors, qu'est-ce que c'est que ce machin de psychanalyste, là? Bon, il faut que je vous explique un peu, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ce type de choses, c'est qu'au fond, ça rejoint d'ailleurs la colère de l'enfant. La colère légitime, parce qu'il se rend bien compte que vous avez au début de la vie, tout enfant a besoin de choses très concrètes, réelles. Par exemple, il a besoin d'un objet réel, le lait. Si vous lui donnez de l'eau blanche, ça va pas marcher. Il faut qu'il ait des choses très concrètes, du lait. Or, le propre de l'être humain, c'est que ce modèle-là de rapport à l'objet va être complètement transformé, à tel point que lorsqu'il voudra un objet, il ne le voudra plus que le semblant de l'objet. C'est-à-dire que ce ne sera plus l'objet réel qui va entièrement répondre à son besoin. Ce n'est pas ça qui va se passer. Il faut, au contraire, qu'il bascule dans une autre satisfaction qui correspond à supporter, accepter, tolérer, qu'il n'est plus que dans un semblant, qui n'a plus rapport qu'à un semblant d'objet.
Si je dis semblance, ça veut dire parce qu'il y a le langage, parce qu'il y a la parole. Et c'est ça qui fait que l'enfant, à mon avis, se rebelle là, vers 2 ans, c'est qu'il est furieux de ce qu'au fond, on lui transmet ce modèle-là de fonctionner. C'est-à-dire que c'est comme s'il disait à ses parents, mais vous êtes une bande de vaches, quoi, hein, de me mettre dans un monde où je ne serai plus jamais satisfait entièrement par l'objet. Bon. Ce qui suppose donc qu'il renonce à l'immédiateté, qu'il renonce à l'avoir tout de suite, qu'il renonce à avoir tout de suite. Et bien ces choses-là, elles sont propres, elles sont nécessaires, elles sont incontournables pour mettre en place notre capacité de langage. Ça, moi, je l'appelle l'humanisation. Alors après qu'il y ait la socialisation, c'est autre chose. C'est alors comment la société elle-même arrive à faire passer la chose ou pas, justement. Mais ce trait d'humanisation est tellement fondamental, est tellement crucial, que la question est tout à fait, on peut, je crois, poser légitimement, est-ce qu'aujourd'hui, nous donnons encore ça, nous faisons encore entendre ça? Ou est-ce que les mutations de société dont je vous ai vite parlé tout à l'heure finissent par donner l'impression que nous n'avons pas besoin de faire cette mutation d'une satisfaction complète de l'objet du début de la vie à une satisfaction qui est limitée à ce que l'objet rencontré ne l'est jamais que sur le mode du semblant d'objet. Alors vous allez me dire, oui mais attendez, pourquoi ça a changé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui que tout à coup... Eh bien précisément, il se passe que le modèle de dire qu'il faut sortir du patriarcat est certes légitime, parce qu'il a quand même été l'occasion de plein d'injustices, etc. Donc on ne va pas... C'est évident. Mais attention, il faut quand même savoir à quoi servait le patriarcat. Or, sans vouloir aujourd'hui le survaloriser, il faut quand même prendre en compte que c'était la modalité par laquelle nos pères, P-E-R-E, ont trouvé qu'ils arrivaient à imposer cette exigence qui est celle du monde de langage dans lequel nous sommes. Alors, c'est une imposition qui se faisait aux dépens des femmes, je ne vais pas la rappeler, évidemment, avec plein de... et qui laissait parfois la jouissance de celui qui imposait ça devenir bien plus grande que l'importance de ce qu'il avait à transmettre, quoi. Ça, c'est vrai aussi. Hein. Bon, donc, ces deux choses-là, aujourd'hui, on s'y oppose. Et on a raison de relativiser ce qu'exige ce patriarcat, mais il faudrait quand même se demander, mais comment on va transmettre? Comment on va transmettre cette exigence-là? Or, ce que moi je constate, c'est que justement, on ne témoigne plus de ce qu'elle est là. On ne dit plus que c'est important. Donc, du coup, il y a un grand soutien en moins à l'égard de ce passage de la satisfaction totale à la satisfaction limitée qui est celle de l'être humain. Pourtant, nous savons tous que nous ne passerons pas notre vie à être entièrement satisfaits. Hein. Ça, c'est très clair. Hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et ce sera pour tout le monde. Mais il y a un autre élément de plus, qui n'est pas rien non plus, c'est que le modèle néolibéral aujourd'hui pousse à produire de plus en plus d'objets. C'est-à-dire qu'il vient de plus en plus donner l'illusion qu'il y a un objet qui va quand même vous satisfaire. Tout le monde sait bien qu'on a à peine acheté la voiture, celle-là, qu'on veut déjà une autre pour espérer. On veut à tous les niveaux. Donc, le modèle fonctionne comme ça, à susciter sans arrêt de l'objet, d'un nouvel objet qui serait peut-être porteur de ce que lui, au moins, il va vous satisfaire entièrement, alors que, etc. Donc, la généralisation du modèle néolibéral finit par, sans le vouloir peut-être, inciter à l'addiction. Parce que le modèle de rapport à l'objet qui exige la réalité de l'objet, c'est un modèle addictif. Donc je suis dépendant, je deviens dépendant de ma dépendance en quelque sorte, à trouver cet objet tout le temps. Et donc, l'évolution actuelle de notre monde vient, alors j'emploie une formule qui est un petit peu choquante, je n'ose même pas encore l'écrire, mais je vais quand même vous la dire. Je me demande si, après avoir étudié les crimes, après avoir fait émerger le crime contre l'humanité,
on ne va pas inventer l'expression de crime contre l'humanisation. C'est-à-dire qu'on ne fait plus, on ne prend plus à charge le travail d'humanisation, qui est donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pas du tout la socialisation, qui est plus radicale que ça, et qui en général se met en place entre 0 et 3 ans. C'est-à-dire qui rend l'enfant, ce non-parlant, capable de se satisfaire d'une satisfaction qui ne sera pas totale, qui ne sera pas immédiate, qui ne sera pas complète, et qui est le principe même de ce qui est nécessaire pour que la parole soit possible, et que donc tous les processus de sublimation, tout ça va dépendre de cette capacité qui a été soutenue ou pas. Eh bien, je crains beaucoup, pour le moment, que nous avons là quelque chose qui n'est plus véritablement transmis. C'est comme si on avait, en changeant de modèle sociétal, à juste titre peut-être, mais on avait quand même oublié que cette dimension-là, elle va continuer à être continue. Et on est en panne avec ça, me semble, en tout cas. Alors, c'est intéressant peut-être pour ceux qui n'ont pas l'habitude de la psychanalyse, de voir pourquoi nous attribuons une importance particulière à l'interdit de l'inceste. Eh bien, c'est parce que l'interdit de l'inceste, comme Lacan l'a soutenu, le seul vrai inceste, c'est celui de l'enfant avec la mère. Parce que, justement, si vous voulez, c'est à l'endroit même où il y a cette relation, je veux dire, de corps à corps, de la mère et de l'enfant, c'est à cet endroit de la toute première relation de l'enfant avec un autre, avec la mère en l'occurrence, que doit venir s'inscrire cette négativité, cette perte. C'est pas la même chose si elle s'inscrit beaucoup plus tard. Non, non, il faut là qu'il y ait... C'est en ça que l'interdit de l'inceste est fondamental. Mais l'interdit de l'inceste, comme vous savez, aujourd'hui, cliniquement, nous avons de plus en plus d'enfants, entre autres, qui sont, par exemple, collés à la mère, qui font des tas de choses qui sont... Bon, vous avez en consultation, moi je ne fais pas d'enfant, en fait j'ai des échos assez suffisants pour ça, que l'enfant continue à tripoter les seins de sa mère pendant qu'il est à la séance, ce qui laisse bien entendre que la mère ne fait plus ce travail. Mais attendez, la mère ne fait plus ce travail, mais où est-ce qu'elle va, sur qui peut-elle compter pour le faire? Quel appui va-t-elle trouver dans le père, puisque celui-ci est en difficulté avec sa place, et certainement pas dans le social, où on va plutôt lui dire que ce qui compte, c'est d'aimer son enfant, et que c'est ça qui compte. Donc ça devient très compliqué, évidemment. Eh bien, du coup, ça touche un phénomène profond qui est l'humanisation elle-même. C'est comme si d'une certaine manière on ne disait plus, on ne transmettait plus que votre vie, on peut dire ça à tout enfant qui arrive, sa vie va être entièrement organisée par le fait qu'il est un petit être parlant et que ce petit être parlant ne va pas pouvoir être entièrement satisfait sa vie durant. Il va la passer à essayer de se dire, ou de dire le mieux possible ce qu'il veut, ce qu'il souhaite, mais de toute façon, il n'atteindra pas. Alors, est-ce qu'on aide les enfants en leur laissant croire qu'au contraire, c'est possible? Donc, en les reconnaissant comme capables de pouvoir dire « je ne me sens pas du genre que de mon sexe », et donc, du coup, c'est ça qui doit être reconnu. Qu'ils ne se sentent pas du genre de son sexe, ça peut très bien être entendu, c'est pas la question. Mais que ce soit d'emblée reconnu au niveau qu'il demande au niveau sociétal pour que le sociétal entérine ça, ça c'est un problème énorme, je trouve. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut d'office que le petit garçon ait absolument des fusils et la petite fille des robes, hein, c'est pas ça le problème, ça c'est autre chose, ça, là on est d'accord. Mais le problème essentiel, il reste bien qu'il s'agit quand même de faire passer très tôt dans l'existence à un enfant que ce qu'il va rencontrer, eh ben, ce sera cette insatisfaction qui est constitutive, cette limite, pour dire comme ça, qui le constitue, parce que c'est parce qu'il a accepté d'intégrer cette limite, parce qu'il reconnaît qu'il n'aura pas tout, parce qu'il reconnaît, il accepte de ne pas avoir tout et tout de suite, c'est là que se met en place notre capacité spécifique à nous, êtres humains, d'échanger dans la parole. Alors vous voyez que, dit comme ça a des conséquences,
parce que ça pourrait presque vouloir amener à penser que nous sommes aujourd'hui en train d'assister, c'est ça ma thèse, aux conséquences sur 3 générations. On est à la 3e génération. Hein. On est en train d'assister aux conséquences de ce que ces modalités-là ont été touchées sans qu'on s'intéresse ou sans qu'on ne veuille penser qu'il faille y supplier d'une autre façon. Donc ce n'est pas en soi que c'est négatif. Ce qui est négatif, c'est qu'on a ignoré, ou qu'on veut ignorer, que ces problèmes se posent à travers les mutations de société que nous sommes en train de vivre pour le moment. Et là, je crois qu'il y a quelque chose de très important qu'il faut repérer, à mon avis. C'est ce que j'appelle la causalité circulaire entre la famille et la société. Parce que plus un enfant rencontre dans sa famille, ou ne rencontre pas justement plutôt, l'aide ou le rappel de ce que cette limite est incontournable et qu'elle va le constituer, plus ça va rendre le sujet en difficulté de pouvoir accepter au moment où il deviendra un citoyen que lui-même doit mettre ses limites. Vous voyez, il y a un lien entre les deux là. Et plus la société renonce à cette affaire-là, plus elle lâche, elle abandonne les parents à leur sort, en quelque sorte. Et là, il y a un lien très important qui est en train de s'organiser, qui jusqu'à présent était, sans dire que c'était la perfection, loin s'en faut, il y avait des abus, évidemment, mais c'était une sorte de feedback positif, si on veut. Et maintenant, le feedback est en train de se détricoter. Et là, c'est quelque chose de très très embarrassant. À cause de cela, nous sommes dans une position qui devient de plus en plus, et qui va devenir de plus en plus difficile, et qui va avoir des effets, et des effets à très long terme, parce que si ça atteint la possibilité que vous avez de vous organiser psychiquement entre 0 et 3 ans, ça a des conséquences. Là-dessus, les psychanalystes, c'est leur seul grand intérêt, c'est d'avoir quand même repéré que la vie humaine s'est construite à partir des premières années d'existence. Mais jusqu'ici, on était plutôt sensible à ce qui se passait entre 3 et 6, c'est-à-dire le complexe d'Oedipe et ses avatars. Bon. Mais maintenant, je crois qu'on devrait prendre en compte que c'est en train de se jouer entre 0 et 3. Et que là, on ne saura les effets de ça, exactement comme le climat, que dans quelques années. On va les voir. Et un des effets de ça, pour moi, c'est justement la constitution de ce... Je dis toujours, moi, qu'il faut 2 choses qui changent. Capitales, cruciales, pour tout enfant. Il faut, 1, que la présence de l'autre secourable du début de la vie, vous savez que Winnicott a bien dit ça, un nourrisson tout seul, ça n'existe pas. Il y a toujours une mère à côté. S'il n'y a pas de mère à côté, vous allez le retrouver dans le caniveau, il est mort, hein, c'est tout. Donc il faut toujours un autre à côté. Eh bien, il est important et crucial que ce premier autre, qui donc garantit la présence, eh bien, que ce premier autre, qui garantit la présence, que cette présence se voit remplacée par la prévalence de l'absence. C'est-à-dire qu'il faut une inversion. La présence au début de la vie, tout à fait important pour un enfant, mais pas trop longtemps, et pas dans une permanence qui n'arrête pas. Parce qu'il faut introduire la prévalence de l'absence. Pourquoi? Mais c'est parce que s'il n'y a pas la prévalence de l'absence, vous n'aurez pas cette dialectique possible entre présence et l'absence, qui est notre parole. La parole, c'est ça. C'est de dialectiser la présence et l'absence. Hein? Si je parle de M. Macron, il n'est pas là, mais il vient tout de suite. Vous voyez, eh bien, nous payons un prix, cette affaire-là. C'est que chaque fois que nous rencontrons un objet, eh bien, l'objet n'est jamais le bon. Il n'est jamais qu'un semblant d'objet, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est le prix de la condition humaine. On a beau le tourner comme on veut, c'est comme ça. On n'y changerait rien. Je ne vois pas très bien comment on pourrait changer ça. On peut s'illusionner sur le fait qu'on peut changer ça, c'est pas difficile. Mais ce changement-là, on ne peut pas. Et le deuxième point, qui est quand même fondamental pour tout être humain, c'est qu'il y a une autre substitution qui doit se faire. C'est qu'au fond, dans le meilleur des cas, et j'espère que c'est malheureusement pas toujours le cas, mais l'enfant, c'est la merveille du monde de ses parents. Tout
le monde a déjà vu des parents qui accueillent un enfant. C'est comme s'ils sont furieux parce que c'est pas écrit dans tous les journaux du monde. Quoi, hein. Enfin, bon. Et c'est très bien comme ça. Il faut que l'enfant soit investi, massivement. Mais, il faut, là aussi, il y a une inversion qui doit se passer, il faut aussi qu'ils deviennent un comme tout le monde. Ni plus, ni moins. C'était le fameux sens de l'uniforme d'hier, je vous signale, dans les écoles. Hein. Bon, si aujourd'hui, ce serait la catastrophe. Ce serait une annulation de l'individualité d'un chacun. Bon, ce serait ça, ce serait vécu uniquement comme ça. Alors qu'en fait, Freud là-dessus avait un texte fantastique, c'est qu'il dit que le narcissisme qui renaît, là, c'est-à-dire est celui des parents eux-mêmes. Donc en fond, dans cet enfant qui vient d'arriver, ils se reconnaissent eux-mêmes et ils sont pris dans... Mais bien, il faut quand même que cet enfant accepte et qu'eux-mêmes acceptent qu'il soit un comme tout le monde. S'il y a des gens, il y en a d'ailleurs, les enseignants, vous savez bien que ce n'est pas tout à fait ce que les parents acceptent aujourd'hui. Hein. Ils n'ont pas très facile d'accepter. Ils n'ont même plus, la possibilité d'accepter que l'enfant à l'école doit être soumis à des règles communes. Ils veulent que l'enfant soit soumis aux propres règles familiales et que l'enseignant en tienne compte. C'est comme ça qu'ils veulent la mécanique. Mais donc ça veut dire qu'il y a une intrusion de cette revendication narcissique qui va aller jusqu'au scolaire, qui va aller jusqu'à ébranler la loi de l'école. On voit bien que on est là à l'envers de quelque chose tout à fait qui va être lourd de conséquences. Alors, ça nous fait ramener, si vous voulez, à ce qu'au fond, tout à l'heure, je vous parlais de cet objet réel qui doit devenir être reconnu comme un semblant d'objet parce que ça passe par la parole. Eh bien, on peut se dire, mais quelles sont les forces en jeu pour que ça se passe ou pas? Eh bien, moi, je dirais qu'on a longtemps considéré qu'il y en avait trois. Il faut que la mère commence par elle-même transmettre que son enfant n'est pas tout pour elle et qu'elle ne va pas rester tout pour lui. C'est l'interdiction de l'inceste dont je parlais tout à l'heure. Hein. Ça, c'est évident. Il faut que, en général, un père, c'est-à-dire un autre que la mère, vienne aider la mère à faire ce travail-là parce que, d'une part, il la soulage par exemple, qu'elle peut s'occuper de son enfant pendant que lui travaille ou que sais-je, je n'en sais rien, peu importe, on peut changer les modalités, hein, parce que c'est pas parce que je dis mère et père qu'il ne peut pas y avoir un homme qui occupe ça et inversé, ça c'est autre chose. Hein. Mais il faut toujours un premier autre et un second autre. Le premier autre, il est là, tout à fait présent, et il faut qu'il accepte que l'enfant ne va pas le boucher entièrement, ne va pas boucher son manque, et pour ça c'est utile qu'il ou elle se réfère à un autre. Bon, ça fait trois personnes en trois. Et le troisième qui est en jeu, c'est l'enfant lui-même. Parce qu'évidemment, il y a des enfants qui acceptent ça très facilement, et il y a des enfants qui, au contraire, restent rebelles à cette exigence, et vont le rester longtemps. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'il y a des enfants qui, tout à coup, quand ce n'est pas les parents qui font le boulot, dans beaucoup de familles, c'est le puiné, c'est celui qui arrive après qui fait le boulot. C'est lui qui les destitue. Mais il y en a des enfants qui, du coup, restent figés sur ce moment où ils ont été destitués par l'autre. C'est pas la même chose que d'avoir été... vous voyez, là, il y a toute une série d'avatars qui peuvent se poser et qui viennent changer la donne. Donc, la mère, le père, l'enfant, eh bien, il y a un quatrième élément qui est, pour moi, tout à fait crucial, qui est la légitimité sociale. C'est le discours sociétal. Pourquoi? Mais parce que c'est lui qui vient soutenir et le père et la mère dans leur obligation de mettre des limites ou de consentir à ce que l'enfant soit un comme tout le monde, etc. Et bien là, justement, l'évolution sociétale dans laquelle nous sommes ne fait plus ce boulot depuis quelques dizaines d'années. Et pire que ça, c'est l'inverse qu'elle fait. Elle est plutôt en train de laisser croire qu'on va pouvoir obtenir ce que l'on veut sous le prétexte légitime qu'il s'agit de donner de la place à la singularité d'un chacun. Ça, on peut le comprendre, mais c'est quand même une singularité qui n'est pas identifiable au fait
n'avoir pas de compte à régler, n'avoir pas de compte à rendre avec l'ensemble du discours social. Aujourd'hui, si vous voulez, il y a comme, à mon avis, il y a une bascule qui est importante, c'est qu'on a tout à coup privilégié l'individu, on peut parler de ça, mais d'une telle façon qu'on ne voit plus qu'il y a un lien entre l'individu et le social. Et que le social n'est plus que ce qui empêche l'individu de trouver son développement, son plein développement. Alors ça, évidemment, ça pose toute une série de questions, de difficultés avec lesquelles nous sommes en train de faire aujourd'hui. Voilà, alors vous allez me dire, oui mais attendez, c'est trop joli tout ce que vous dites, mais on va faire quoi là? Comment est-ce qu'on va réparer tout ça ou comment est-ce qu'on va réparer? C'est énorme. Eh bien oui, c'est énorme. C'est comme ça. Le crime, il faut le reconnaître, c'est énorme. Parce que ça va demander un travail. Il faut rééduquer les parents. Il faut relégitimer, non pas seulement la parole du père, c'est pas seulement celui-là, une autre. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, il y a des émissions parfois où on voit. Aujourd'hui, je trouve que ce qui a l'air très typique dans les familles, par exemple, la famille ne fait plus institution aujourd'hui. La famille est un endroit où on peut vivre le mieux possible pour être prêt à un futur. Mais ce n'est plus une institution. Donc la famille ne prend plus sur elle d'introduire, il y a encore des familles qui le font, mais beaucoup de familles il faut simplement que ça soit heureux, quoi. Et il n'y a plus un travail à faire à l'intérieur de la famille pour préparer à ce qui va devoir après être introduit par le social. Ben, ça, c'est des choses compliquées. On voit bien aussi que du coup, souvent, la référence, par exemple, de l'un des parents à l'autre n'existe plus. C'est comme si l'enfant avait chaque fois affaire à un seul parent. Ce qui est tout à fait compliqué, parce que ça veut dire que, justement, l'altérité de la dimension tierce n'y est plus. On peut développer tout ça longuement, je ne vais pas le faire maintenant, mais ça semble des choses qui sont vraiment en train de... La désinstitutionnalisation de la famille, c'est quelque chose que l'on constate. On ne peut pas ne pas le voir. La famille n'a plus le même rapport auparavant. Et souvent, c'est au nom de ce qu'elle doit être protectrice par rapport à l'enfant. Que le rôle de protection, que le rôle de l'amour maternel. Il y a donc un surmaternel qui est en train d'émerger et qui est pour les gens qui sont cliniciens, ils le repèrent quand même beaucoup, beaucoup le disent, c'est assez net. Donc il y a quelque chose là de cette intervention d'un tiers qui n'est presque plus prévu au programme et qui du coup se trouve en grande difficulté pour être encore métabolisé par l'enfant. Ce qu'on ne dit pas, ou peu du coup, c'est qu'en fait, on vole l'enfance de l'enfant. C'était le titre que j'ai donné à mon livre, c'est pour le moment en tout cas, vous savez que les titres ça dépend aussi de l'éditeur, c'est « Je préférerais pas ». Vous connaissez tous cette formule de Bartleby, ça vous dit quelque chose? Oui. Non. Donc c'est un monsieur qui vient se présenter chez un notaire, et pour être clair comme tout le monde, et au fur et à mesure de ce qu'il prend place dans l'étude notariée, à chaque fois qu'on lui demande quelque chose, il dit « je préférerais pas ». Et finalement, c'est lui qui fait la loi, à force de ne préférerait pas. Alors, je vous signale que c'est très différent. L'enfant, par exemple, qui fait une phobie sociale aujourd'hui, c'est vraiment la position qu'il prend. C'est pas du tout une position de contestation contre l'école, c'est pas du tout une position de bagarre, de rivalité. Non, non, ça ne le concerne pas. Oui. Donc il y a une sorte de tolérance extrêmement grande aujourd'hui, sociétalement, à ce que l'enfant puisse être dans cette position, au nom de son individualité, de pouvoir dire « la loi, ça ne me concerne pas ». Il n'est même pas obligé d'entrer en conflit. Il suffit qu'il dise « moi, ça ne me touche pas ». Mais ça, évidemment, ça inspirera plus tard une phobie sociale, une phobie scolaire ou une phobie sociale. Donc on voit bien comment les choses se mettent en place de ce côté-là. Et j'avais donné comme sous-titre « Quand grandir n'est plus à l'ordre du jour ». Parce que c'est ça, c'est un peu comme si aujourd'hui on reconnaissait l'enfant, à juste titre on veut lui donner, c'est ce que David Dolto avait raison, l'enfant est une personne, avant l'enfant c'était un petit, quelque chose qu'on devait attendre qu'il grandisse pour pouvoir vraiment lui donner sa place.
Eh bien, grâce à Freud et Dolto, on a repéré que l'enfant avait déjà une vie psychique, il avait déjà une vie sexuelle, il avait déjà plein de choses qui se passaient, pas génitales, mais sexuelles, il y avait déjà plein de choses qui se passaient dans sa tête, et même que ces choses-là étaient très déterminantes pour la vie future de l'enfant en question, pour la vie comme adulte. Quand Dolto a dit l'enfant est une personne, elle n'a jamais dit c'est une personne d'emblée, au sens de c'est une personne à qui il ne faut rien imposer. C'est pas ça. C'était l'enfant, c'est d'emblée une potentialité d'être un sujet. Ça c'est vrai et c'est fondamental. Et donc la question se pose de savoir, mais est-ce qu'il y a encore à grandir? Eh bien aujourd'hui on a l'impression que grandir n'est plus au programme. Il faut que ça va être tout de suite. Ça doit être tout de suite. Voilà un peu le tableau que je fais, mon interprétation générale de tous ces symptômes qui ont l'air très très compliqués, qui n'ont l'air de rien avoir. Quel est le rapport entre l'obésité et le fait que dans les débats publics, on ne parle plus de manière discursive et rationnelle? Il n'y en a pas, évidemment, à première vue. Ben si, mais si, il y en a un. C'est que pour qu'il y ait obésité, il faut que cet objet-là, qui est passé au semblant d'objet, n'ait pas été vraiment acquis, que l'enfant reste complètement accroché à l'objet oral pour lequel il veut du réel, et donc du coup il n'y a pas de limite qui va être mise, donc du coup la limite aux produits dégueulasses pour la santé il n'est plus mise du tout, et puis l'enfant est laissé à ça. Donc ce sont on va avoir une génération d'enfants abandonnés. C'est un paradoxe. On va avoir une génération d'enfants abandonnés aux lois du caprice du monde, mais plus du tout soutenu par la génération du dessus pour intégrer ce qui lui est indispensable pour pouvoir vivre en tant qu'humain. Alors ça c'est quand même, si ce que je dis là se tient un petit peu, et pardonnez-moi de croire que ça se tient un petit peu, j'y crois, je trouve qu'on doit quand même se poser des questions. Là où on est, tout le monde. Parce qu'il y a quelque chose de particulier aujourd'hui que j'ai bien aimé dans le livre que vous avez évoqué avec les sociologues, là, quand il dit qu'on est dans une société, comment est-ce qu'il le dit encore, une société de la déflexion. Société de la déflexion. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut simplement dire par là qu'aujourd'hui, il constate, lui, que de plus en plus de gens n'assument plus d'être responsables d'une limite à mettre. Mais font état, ben oui, c'est comme ça, il faut éventuellement, mais ça, moi je ne l'assume plus. Et donc du coup, par exemple, devant un responsable ou un enseignant, l'enseignant n'assume plus. Il va plutôt dire, ah oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Quelque chose où il n'assume plus, lui, dans sa chair, le fait qu'il doit être celui qui transmet la nécessité de cette exigence à l'enfant au travers de son propre comportement, au travers de sa propre énonciation. Eh bien, la société de la déflexion, c'est quand tout le monde fait... Et c'est vrai que tout le monde fait comme ça. Moi, dans ce livre-là, j'ai pris un exemple parce que c'est le fils d'un ami que j'ai trouvé tout à fait intéressant. C'est le fils d'un ami qui est devenu plombier, qui a une entreprise de plomberie. Mais dans le bâtiment où je vis, là, on a dû faire appel parce qu'il y avait des conduits de boucher avec tout le détail. Et on avait fait appel à une entreprise de plomberie. Alors ils étaient venus et ils avaient dit, ah mais on ne sait pas, on ne voit pas, on voit pas où est le problème. Donc, ils avaient facturé leur truc, mais fini, on ne sait pas. Et puis du coup, je me suis permis d'appeler ce fils-là qui vraiment prend sur lui, quoi. Alors, on voit bien l'attitude différente de ce plombier artisan encore, c'est de dire, écoutez, il faut trouver une solution. Il y en a une à faire, il faut absolument trouver une. Les autres disaient, ah non, c'est un peu trop compliqué pour nous, je ne sais pas quoi, on ne sait pas faire ça. Et puis lui, il a cherché, il a fini par trouver. C'est tout. Voilà. Cette attitude-là de prendre sur soi, de faire, si on va à la banque, là, je ne sais pas si on a plus, si quand on va à la banque, on ne rencontre plus quelqu'un qui dit « Ah mais moi je ne sais pas » parce que bon, c'est épouvantable quoi. C'est le début de cette situation catastrophique pour rien dans laquelle on téléphone avec le 2, le 3, le 4, le 5 et quand vous êtes arrivé au 6, on vous dit « Refaites-le 1 ». Enfin, c'est épouvantable. C'est quelque chose où toute rencontre humaine est complètement battue en brèche, il y a quelque chose là qui disparaît et ça n'a pas que des effets sur le malaise que j'ai en faisant ça. Ça a des effets extrêmement importants au niveau de la transmission de ce que c'est ça que j'appelle crime contre l'humanisation. C'est-à-dire,
on ne veut plus prendre en compte qu'il y a ça à soutenir. Alors, ça veut dire que c'est comme ça que je termine ce livre, en m'adressant aux parents, aux pédagogues, aux psychologues, aux thérapeutes, à tout ce que vous voulez, aux juristes, parce que le droit, aujourd'hui, il a aussi une position particulière. Hein. Le droit s'estime devoir suivre les mœurs. Alors, si les mœurs dérapent, lui dérape avec. Il ne vient plus faire objection. Il ne vient plus. Souvent, pas toujours, hein, mais souvent il ne vient plus. C'est pour ça que je voulais d'ailleurs que je travaille un nouveau livre avec un pro de droit de la famille à Louvain, là, parce que lui-même constate, lui-même a dit quand j'ai commencé d'enseigner, j'enseignais que le droit était au service du public, du bien public. Il dit aujourd'hui, je dois enseigner que c'est au service du bien privé. C'est une mutation extrêmement déterminante. Donc voilà un petit peu l'ensemble de ce que je vous présente, un peu à bâton rompu, je m'en excuse, mais on n'est quand même pas dans une conférence. Bon voilà, je vous ai amené les choses un peu comme ça. Je crois qu'il y a vraiment de quoi, et si nous ne réassumons pas ces problèmes-là, nous là où chacun est, nous risquons d'avoir de plus en plus de problèmes, de plus en plus compliqués, hein, parce que ça va créer un climat de guerre civile. C'est-à-dire que l'histoire de l'enfant qui, à 2-3 ans, ne rencontre plus une autorité qui lui dit « il faut que tu acceptes ça, et c'est comme ça, et c'est tout », tu dois renoncer à l'immédiateté, tu dois renoncer à avoir tout entièrement, tu dois renoncer à être le seul qui a sa place, etc. Mais si nous n'arrivons pas à faire ça, ça va être compliqué au niveau collectif, parce que nous allons produire, et c'est ce qui se passe à mon avis, nous produisons aujourd'hui plus des gens qui sont contre l'autorité, ils sont à équivalent avec l'autorité. Et donc du coup, l'autorité ne sait plus très bien comment elle doit faire. Elle n'ose plus prendre une place de surplomb. Elle ne le fait plus. Et si elle le fait, malheur à elle, parce qu'elle va tout de suite être discréditée comme étant totalitaire, tout ce que vous voulez. Enfin, la liste aujourd'hui, on déclare totalitaire parce que c'est pas démocratique, comme la personne que j'avais parlé à la télévision.